Offert par des cliniques privées à ceux qui peuvent se les payer, mais avec ce jugement, il y a plus de gens qui vont y avoir recours. Donc, autant de noms de moins sur les listes d'attente du régime public, mais aussi plus de médecins qui vont se désengager pour aller au privé. Un cercle vicieux que le gouvernement Charest devra analyser avant de décider quelle suite il va donner au jugement. Maryse Gagnon. Le petit compromis que j'ai donné, ça fait du bien? Oui. Hélène Vincent n'en pouvait plus. Ses deux genoux la faisaient terriblement souffrir. Elle souhaitait une chirurgie le plus rapidement possible. Elle s'est donc tournée vers le privé. Combien ça vous a coûté? Ça m'a coûté 15 000. 15 000 $ qu'elle a payé de sa poche, parce que les assurances personnelles ne couvrent pas ce genre de chirurgie. Les personnes qui ont l'argent pour payer, là, comme moi, là, je l'avais, là, bien, c'est automatique que je libère des places au public. C'est le docteur Nicolas Duval qui l'a opéré. Il s'est désaffilié du système public il y a 3 ans. Liste d'attente trop longue. Normalement, j'opère à peu près une quinzaine de patients par semaine, donc à peu près 400 patients par année, par rapport à quand j'étais dans le système public où généralement j'opérais 3 ou 4 patients par semaine. Et si les assurances personnelles devaient couvrir les soins médicaux, la demande sera forcément plus grande, ce qui veut dire plus de médecins au privé. Le nombre de médecins qui sont prêts à donner des services en privé, à ce moment-là, va probablement grandir de façon parallèle. C'est là, à ce moment-là, qu'il va falloir que le gouvernement décide qu'est-ce qu'il veut que se développe comme médecine parallèle. Dale Turbin est venu de Vancouver pour être opéré par le docteur Duval. 18 000 $ pour une opération à la hanche, c'est mieux qu'une attente d'1 an et demi à Vancouver, dit-il. Mais ce sera encore mieux si nous étions couverts par les assurances. Obviously, it shouldn't be done at the expense of less fortunate people. Mais il ne faudrait pas, dit-il, que les moins fortunés en souffrent. Ça peut évidemment porter un certain préjudice, mais d'un autre côté, s'il y a beaucoup de gens qui vont se faire soigner dans le privé, bien, au lieu d'avoir des temps d'attente inacceptables dans le système public, ça va peut-être permettre d'améliorer le système public. J'avais attendu plus l'année prochaine, mes genoux, là, c'était... Tout un débat. Les compagnies d'assurance étudieront le jugement avant de réagir. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Puisqu'on parle de santé, le ministère de la Santé a dévoilé aujourd'hui son 3e rapport sur l'évolution des infections au Clostridium difficile dans les hôpitaux. Et pour la première fois, on nous donne le nombre de décès liés à la bactérie. On parle de 500. C'est tragique, mais c'est quand même moins que les 600 ou même 700 dont on a déjà parlé. Harold Gagné. Lise Langlois était loin de se douter qu'elle allait mourir lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital Charlemagne de Longueuil le 30 août l'an dernier. Sa fille, qui l'accompagnait à l'urgence, raconte qu'elle avait des nausées. Il pensait que c'était son gros intestin, le côlon, qui avait une occlusion. L'opération s'est bien déroulée, mais quelques jours plus tard, le 10 septembre, la femme de 56 ans est morte après avoir souffert de diarrhée. On a su que c'était le C difficile, mais on nous a jamais dit des précautions à prendre. Entre les mois d'août et décembre 2004, il y a eu 1812 cas d'infection au Clostridium difficile dans les hôpitaux du Québec. 71 personnes sont mortes à cause de la bactérie. On peut en ajouter au moins 94 autres qui souffraient de maladies graves et dont la mort a pu être provoquée par le C difficile. Sur une période d'1 an, dit ce médecin, c'est près de 500 patients qui seraient décédés. Pour les causes directes, en extrapolant, c'est 230. Si on met les associés, ben c'est un autre 4 %, ça veut dire un autre 230 personnes qui décèdent. Mais la lutte engagée par le ministère de la Santé en août 2004 commence à porter fruit. Les cas d'infection ont diminué de 17 % dans les hôpitaux de la province l'hiver dernier et de 40 % à Montréal. Mais certains centres hospitaliers ont plus de problèmes que les autres, notamment Maisonneuve-Rosemont, qui a enregistré jusqu'à 57 cas en 1 mois. Il reste encore du personnel à former, des lavabos à installer, des consignes de propreté à respecter. Ce spécialiste en droit médical a analysé 150 dossiers de patients. Il songe à déposer un recours collectif. À partir de 2002, l'information a commencé à filtrer de façon très précise. La loi avait des mécanismes d'ailleurs qui permettaient que l'information se passe. L'information ne s'est pas passée. On était extrêmement passifs tout le temps. Si j'aurais su qu'à cet hôpital-là, qu'il y avait des cas de C difficile, soit on le saurait, on sera en mesure de choisir notre hôpital. Peut-être qu'aujourd'hui, elle sera encore en vie. Le ministre Philippe Couillard présentera maintenant, d'ici la fin du mois de juin, un rapport, le rapport Aucoin, qui devrait nous dire si le gouvernement est intervenu assez rapidement pour éviter la propagation du C difficile. Harold Gagné, TVA, Montréal. Plus tard dans ce TVA, 22h. Ça y est, la fièvre du Grand Prix commence à se faire sentir à Montréal.
L'ex-ministre André Boisclair aura beaucoup de pression pour se porter candidat à la direction du Parti québécois. À la lumière de ce que mon collègue Paul Larocque a appris aujourd'hui, M. Boisclair semble surtout l'homme des anti-Marois. En tout cas, la course à la succession de Bernard Landry se dessine très rapidement. Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir Sophie. Les choses bougent vite, en effet, au Parti québécois. En fait, il y a un phénomène qui commence à se développer à l'intérieur du parti. Un front anti-Pauline Marois, si on veut. Et dans ce scénario-là, disons que la cote d'André Boisclair prend de plus en plus de valeur. En fait, il y a plusieurs députés péquistes à TVA qui ont carrément réclamé, presque imploré qu'André Boisclair change ses décisions de carrière et se lance dans cette course, étant, à leur avis, le seul vrai candidat du renouveau. Personnellement, je suis derrière M. Boisclair à 100 000 à l'heure. Ça y est, le mouvement pro-Boisclair est lancé, initié par celui qui lui a succédé d'Angouin, Nicolas Girard. Il allie jeunesse et expérience, puis on pense qu'il est un excellent leader pour amener une nouvelle génération de souverainistes au Parti québécois. André Boisclair est à Harvard aujourd'hui et recevoir son diplôme de maîtrise en administration publique. Lui qui veut ensuite aller travailler dans le monde des affaires à Toronto. Mais dans le caucus péquiste, certains veulent le voir à Québec, tout de suite. Plusieurs élus qui ont communiqué avec M. Boisclair au cours des plusieurs élus. Oui. En effet, ses appuis augmentent de jour en jour. La dernière en ligne, Rita Diode-Marsollet, du comté de Rosemont. Avec l'âge qu'il a et avec l'image qui se dégage de ce jeune homme, je crois qu'il se doit d'être dans la course. André Boisclair n'a pas le choix, pensez-vous? Je pense qu'il n'a pas le choix, et c'est ce que je lui ai dit. Et puis cette autre rumeur voulant que Bernard Landry réfléchisse et revienne sur sa décision et plonge dans la course qu'il a lui-même déclenchée. Un député très proche de Landry, Claude Boucher, affirme que cela est sérieux. Je le connais très bien, M. Landry. J'ai senti dans le fond de lui qu'il avait le goût. J'ai senti ça. Mais il m'a dit que lui, officiellement, est en réflexion. Présent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Jacques Parizeau, lui, n'a pas voulu commenter tous ces événements au PQ, sauf cette hypothèse du retour de Bernard Landry qui lui semble invraisemblable. M. Landry a pris sa décision, et puis, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je me joins aux hommages qui lui sont rendus à juste titre. Voyez-vous la possibilité de son retour? Cela, d'autre part, vous pensez tout de même pas que je vais commenter une chose comme ça, oui? C'est pas mon genre. C'est clair que si Pauline Marois reste la seule prétendante sérieuse dans la course, Bernard Landry pourrait alors y penser sérieusement. Mais pour l'instant, c'est le courant pro-Boisclair qui prend de l'ampleur. L'enfant prodigue allé parfaire ses connaissances à l'étranger pour être celui derrière qui se rangent tous ceux dans le PQ, surtout le clan Landry, qui espère tout mettre en œuvre pour bloquer la candidature de Pauline Marois. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Vous vous souvenez quand Nathalie Simard a accordé une entrevue à Paul Arcan, plusieurs se demandaient si Guy Cloutier l'avait regardé. Eh bien, il en a clairement entendu parler et ça l'a fait réfléchir. Guy Cloutier songerait maintenant à régler à l'amiable la poursuite civile d'1 200 000 $ que Nathalie Simard a intentée contre lui. En tout cas, il n'a plus d'avocat. Claude F. Archambault affirme qu'il ne représente plus Guy Cloutier. Il se préparait à contre-interroger Mme Simard quand son client aurait décidé de ne pas la forcer à vivre cette procédure. Les syndiqués du complexe Jonquière d'Alcan ont dit non à l'employeur. Alcan veut abolir 330 postes et proposait de prolonger le contrat de travail de 5 ans. Tout ça en échange du projet de cogénération qui permettrait de réduire les coûts de production, mais sans garantir l'avenir de l'usine Vaudreuil. On recherchait un plan de survie de Vaudreuil et on nous a offert un plan de fermeture. Malgré tout, le syndicat se dit toujours prêt à faire des concessions et la direction à reprendre le dialogue. La route 175 dans la réserve faunique des Laurentides, on la sait dangereuse et bien loin de toute habitation. Mais saviez-vous que les quelques téléphones qu'on y trouve ne permettent même pas de joindre le service 911? Votre appel d'urgence ne peut être complété tel que signalé. Le numéro d'urgence de la Sûreté du Québec ne fonctionne pas non plus, à moins de posséder une carte d'appel. C'est notre reporter qui a pris la nouvelle à la SQ qui a demandé des explications à Bell. En attendant la réponse, sachez que vous pouvez au moins composer le 0 pour parler à une téléphoniste. Toute une collision sur une voie ferrée. Aznavour se confie à notre reporter Ginette Lorrain et l'humoriste et animateur Patrick Groux sera avec nous sur le plateau.
On vous avait parlé de cette dame à la marchette attaquée sauvagement l'hiver dernier. Elle avait été battue et poignardée plusieurs fois par 4 jeunes voyous. Un troisième agresseur a reçu sa sentence, 12 mois de mise sous garde. Joël Goulet. Oui, alors, et en l'absence d'enfants et de conjoints, ce seront les frères et sœurs, les parents. Et en l'absence de ces gens-là, on devra remonter jusqu'à 8 degrés dans l'arbre généalogique du défunt pour retracer les héritiers. Quelquefois, on a des situations bien surprenantes. Alors, il est toujours très important de faire un testament. Comme dans n'importe quelle affaire civile, nous avons la possibilité d'obtenir un jugement, donc avoir satisfaction par adjudication d'un juge, ou par la voie transactionnelle, c'est-à-dire d'obtenir une entente hors de cour. Pour faciliter les choses, et puisque nos clients nous ont donné le mandat, nous avons décidé de régler hors de cour toute cette affaire-là au niveau civil. Mais l'histoire ne devait pas se terminer là. Puisqu'il y avait eu faux testament, c'est donc qu'il y avait des faussaires. Et il fallait les traduire en justice. Jouka Messara est vraiment la seule personne qui a été épinglée dans cette affaire-là. Dans le cas de Messara, il a été accusé. Il y a eu des brèves procédures, mais finalement, il a disparu entre-temps, puis on ne l'a plus jamais revu depuis une dizaine d'années, et personne ne l'a jamais retrouvé. Aucune autre accusation n'a été portée dans cette affaire. On sait que la police avait identifié une dizaine de personnes impliquées dans la fraude. Comment expliquer qu'aucune de ces personnes n'ait été accusée? La preuve qu'on a recueillie dans cette affaire nous a permis de porter des accusations contre une seule personne, soit sur Jouka Messara, qui a été accusé sous 3 chefs de parjure, parce que c'était lui qui avait signé le faux testament, et qu'au moment de la signature, nous avions la preuve que cette personne était à l'étranger. D'autre part, un témoin important avait disparu, soit le notaire Toutan. Le notaire Toutan aurait pu être un témoin clé s'il n'avait pas été retrouvé, on s'en souviendra, assassiné dans une carrière. Il semble avoir joué un rôle important dans cette affaire et son témoignage aurait peut-être permis d'inculper d'autres complices. Quant à Jouka Messara, il a été accusé de parjure, d'usage et de fabrication d'un document contrefait. Jouka Messara a subi son procès devant nos tribunaux et il a été trouvé coupable des accusations portées contre lui. Il devait revenir devant la cour pour recevoir sa sentence, mais il a fait défaut de le faire. Nous avons appris plus tard que celui-ci avait quitté le pays pour l'étranger. Il est donc toujours recherché. La Fondation Brahms n'existe plus depuis le 25 décembre 1999. La maison de la rue Bloomfield a été vendue 335 000 $. Et la dépouille de Mme Dalbec Barsalou a réintégré le caveau de la famille au cimetière Côte-des-Neiges. Cette affaire, aux nombreux rebondissements, a été montée par des hommes particulièrement habiles. Il s'en est fallu peu pour qu'ils réussissent à soutirer la fortune de Louise Dalbec Barsalou. Quand on pense que la dame avait une peur maladive des profiteurs et des voleurs, qu'elle est restée enfermée une grande partie de sa vie dans sa maison de la rue Bloomfield pour ne pas avoir à affronter des gens malhonnêtes, il est ironique de constater que c'est une fois morte qu'elle a failli perdre ce qu'elle avait réussi à protéger de son vivant. Louise Dalbec Barsalou est associée à ce qui restera dans les annales l'affaire Barsalou. Qu'elle repose enfin en paix. La semaine prochaine, à Matière à enquête, découvrez la plus grosse opération jamais menée par la police de Montréal contre des escrocs ayant réussi à voler 4 500 000 $. Je leur ai expliqué que autant, fait que tout ça pour dire, j'ai dit wow, j'étais con, alors de perdre mon temps comme ça à planifier un entraînement qui finalement n'est pas, qui se fait pas comme il est supposé se faire. Là, j'ai mis ça de côté, puis j'ai organisé un petit match, puis là je vais les joindre. Les gars, vous allez switcher sur les points. Alors, je pense que je viens de trouver le nouvel entraînement à faire.
Moi, je perds plus mon temps à faire des entraînements préparés pour des gens sérieux, avec des gens qui sont aucunement sérieux. Pas stupide, là. Vous êtes mes joueurs, puis tout ce que je veux, moi, c'est qu'on puisse arriver à les meilleurs résultats possibles. On semble pas vouloir la même chose, vous et moi. On semble pas penser aux mêmes choses, pas du tout. Continuez de penser comme ça, guys. Courez à votre mort. On se voit jeudi. Stop. It's not coming. Shit. Right here. Hit me hard, hit me hard. Sans rien vouloir vous enlever, là, un entraîneur, là, 2-3 heures avant votre entraînement, là, il n'est pas en train de chatter sur Internet, puis il n'est pas en train de s'amuser. Il travaille pour vous. Il travaille pour lui aussi. Il travaille pour vous. Ouais, je le dis. Il faut savoir tracer la juste ligne entre la relation d'amitié et l'entraîneur compréhensif près de ses joueurs. Parce que quand on essaie de créer une relation d'amitié, je pense qu'on perd une bonne partie de respect qu'un entraîneur se doit de garder. On s'arrête un instant pour aller s'informer au retour quand rien ne va plus pour l'équipe. Vous étiez une équipe qui était très gagnante. Vous êtes devenu une équipe perdante. J'aime vraiment pas dire le mot parce que c'est un mot qui me passe mal à la gorge, dans la tête, dans les oreilles, qui me passe mal partout, mais je suis d'un autre côté, je suis quelqu'un de réaliste. Des samedis. Le fleuve, dans toute sa beauté, son immensité. Réservoir de richesses insoupçonnées. Laboratoire inépuisable. Le fleuve dans toute sa force et sa fragilité. Le fleuve comme... Et le gouvernement, une grève de 4 jours est d'ailleurs toujours prévue à partir de mardi. La coopérante italienne Clementina Cantoni est rentrée en Italie. Elle est arrivée de Kaboul, où elle avait été enlevée le 16 mai par 4 hommes armés. Elle était responsable d'un programme d'aide aux veuves afghanes depuis 2 ans. Toujours aucun verdict au procès de Michael Jackson après une semaine complète de délibération. Les jurys reprendront leur travail lundi. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sport sont en solde à des prix incroyables. Alors, on retourne à la diffusion du reportage Les enfants de la balle et tout de suite après, on se demande comment les couples de cultures différentes arrivent à s'entendre, à se comprendre avec Lucie Pagé, Mohamed Lotfi et Orlando Arriagada. À tout de suite. Philippe, il fait une espèce d'écœur en titre. Il fait une espèce de ras-le-bol. On le voit facilement là, dans son attitude. Ça fait plusieurs années que je suis avec Philippe. C'est normal à ce temps-ci de l'année. Pas seulement pour lui, pour tous les entraîneurs. Quand on met une grande somme de travail sur des joueurs pendant la saison, ces tournois et les matchs de coupe, normalement, on devrait voir le résultat, voir si la recette a pris. Cette année, c'est décevant un petit peu. Come on! Philippe. Oui. Prends-moi une bouteille d'eau parce qu'il va être ici. Oui. Ben là. Salut, guys, come on. Hein? Yo, quelqu'un. Jay. Mathieu, est-ce que tu m'entends? Oui.
Tu t'en vas à droite. Johnny, on va reposer ton genou. Plus en plus, on commence à ressembler à un casse-tête. Anthony, est-ce que tu as compris que tu es le dernier joueur? T'es sûr de l'avoir compris? Parce qu'à 3 reprises, moi, j'ai vu les attaques parce que tu n'étais pas là. Carl, on t'a perdu? On t'a perdu? Non. Ben oui. Il y en a qui vont me dire son physique. Oui, son physique. Puis celui qui arrête le plus d'adversaires présentement, c'est notre plus petit joueur. Alors, j'en ai rien à faire avec son physique. Point final. Si vous savez pas comment les arrêter, parlez à Mathieu. Demandez-lui ce qu'il fait. De toute façon, j'ai assez parlé depuis les dernières semaines. C'est à vous. Go. OK, guys, rock and roll. Run! Inside! C'est pas! Il laisse à part de son angle. C'est rendu bizarre, là, cette équipe-là. Là. Marcus! Elvis, tu vas jouer comme milieu défensif. Monsieur l'arbitre, changement! Procès! Exemple d'un joueur qui n'a pas. Elvis. Il n'a jamais son corps. Il n'a jamais son corps. How can you pass the ball comme ça? C'est ou bien un début merdique ou bien une fin merdique. Aïe, aïe, aïe. Quand je vais prendre ma retraite. Même pas. Il n'y a plus rien qui peut le réveiller, ce gars. Plus rien à leur dire. J'ai rien à vous dire. Vous pouvez partir chacun de votre côté. Demain matin, il va falloir partir tôt. Le match est... Le match est à 8 heures. Ben, en fait, rapidement, là, vous avez eu peur du ballon. C'est tout, hein? C'est l'histoire du match. Hein? Vous avez eu peur du ballon pendant tout le match. Je réfléchis pas, là, bâche. Je suis pas content, c'est tout. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Mon équipe est en... C'est plate à dire, là, on est en chute libre. C'est ça. C'est dommage de voir qu'on investit tant pour obtenir si peu depuis un bout de temps. Faire de si grandes choses pour arriver à des cul-de-sac, puis à des cul-de-sac, puis à des cul-de-sac de façon un peu répétée, là. C'est assez, là. Je suis prêt à permettre à un groupe de dire, regarde, OK, on peut pas tout avoir, on peut pas tout gagner, mais à un moment donné, il faut accomplir quelque chose quand on travaille pas. On met le temps, mais les efforts semblent pas être là. Fait que c'est ça. Je suis déçu. Fait qu'on se voit demain. Bye. J'ai pas marqué de but, là. J'ai marqué mon joueur. Jerry, you think we could take them? Jerry, je veux un auto, moi. Ouais. Il était vraiment fâché, puis comme... Dans la voiture, c'était encore pire. Oh shit. Mais je sais pas, il était comme... Il dit, vous êtes pas capable de vous engueuler entre vous. C'est pas une équipe, c'est pas parfait, il faut qu'il y ait des conflits. Et comme si quelqu'un ne donne pas l'effort, tu lui dis, prends l'effort. Ou sinon, tu s'il comprend pas, tu dis, fuck, prends l'effort, est-ce tabarnak, et frappe, donne-lui un coup. Il a dit ça. Ouais, mais il a dit ça. Mais Philippe a dit ça, c'est pas ma faute, là. Il a dit ça comme ça. C'est mal. Non? Qu'est-ce que je dis? Si on compte 2 buts, on passe. Mais ça, c'est un secret. Ouais, ça, c'est un secret. Faut tellement pas dire ça. C'est tous mes calculs savants, là, mais... C'est grave, parce que normalement, c'est de quoi qu'on devrait pouvoir dire à une équipe. Normalement, là, c'est de quoi qu'on pourrait là, vivre ensemble, dire, regarde, vous avez un avantage de 2 buts, puis on passe en demi-finale. On dirait qu'eux, on peut pas leur dire ça. Si tu leur dis ça, là, ils disent « Ah!
les autres vont faire la job. On est rendu là. Ils ont vogué sur du succès pendant... Oui, c'est ça, le succès... Pendant plus d'1 an. Là, ils ont gagné le championnat l'an passé. Je pense que c'est ça. À un moment donné, là, ils étaient durs pour connaître des moments durs. Ils ont trop connu de beaux moments bien enveloppés. Le slam. C'est ça, là, quelque chose de beau, du succès, des trophées, des médailles, des championnats, des applaudissements, des félicitations. Ils oublient le travail qu'il y a en arrière. Ils pensent que c'est quelque chose qui est dû. Exactement. Quelque chose Ils pensent que là, ça se fait tout seul. Ils pensent que ça se fait tout seul, puis ils ont oublié l'intensité qui vient avec ce résultat-là. Come on! Un homme, Saint-Laurent! Un homme! Je l'ai vu s'entraîner tantôt, c'est absolument allé. Oui. Oh là là. La descente aux enfers en un été. Vous étiez une équipe qui était très gagnante. Vous êtes devenu une équipe perdante. J'aime vraiment pas dire le mot parce que c'est un mot qui me passe mal à la gorge, dans la tête, dans les oreilles, qui me passe mal partout, mais je suis d'un autre côté, je suis quelqu'un de réaliste. Tantôt, Simon, il me dit qu'il faudrait que tu vois les côtés positifs. Tu peux me les nommer? Quand ça venait aux attaquants de la comté, ben ça retournait à la défense. C'est pas la première partie que ça fait ça. Souvent, quand on perd, on l'amène jusqu'en haut, puis là, ça revient, puis là, ça revient, puis là, ça revient. Puis ça finit par passer. Je peux pas accepter de critiques négatives, là. C'est pas bien. Je peux en accepter. Mais c'est à chaque fois qu'on perd. Moi, c'est une... Là, on en pile, un après l'autre. Puis à un moment donné, ça l'atteint sur un certain niveau, puis là, je suis plus capable. Ça l'atteint un certain niveau, puis il faut que ça sorte à un certain moment donné. Ouais. ما حدا عم يعمل اللي لازم يعمله. Personne fait ce qu'il a à faire. con, c'est ça? On faisait pas ce qu'on avait à faire, personne ne faisait rien. Parce qu'il aime garder la balle avec lui, il veut tout le temps jouer avec. Qui? On n'a pas tiré, on n'a pas tiré. Il voulait jouer tout seul. On a pris un vrai tir, puis c'est rentré. Personne accepte la critique. Quand tu l'acceptes pas, tu peux t'améliorer. Mais personne l'accepte. Putain, moi, on m'a dit j'ai mal joué. Je dis, je sais que j'ai mal joué. T'as vu? Ça se fait pas, ça se fait pas. Ça se fait pas.
fais là avec Bruce, mais... On est venu faire un car wash parce que on veut ramasser des fonds pour... pas des fonds, mais de l'argent pour payer notre saison d'hiver à Catalonia. C'est assez cher, donc plus on ramasse d'argent, moins on paye, nous. C'est ça qu'on est venu faire aujourd'hui. Puis là, il n'y a personne. Il se casse quoi? Un bras? Ils sont bas, ils sont bas. Il est éliminé. Et Elvis? Non, c'est Elvis, c'était aussi. Elvis s'est fait couper. Je sais pas. On sait pas, mais on présume que c'est ça. Elvis, c'est normal qu'il soit pas là, étant donné qu'il ne fait pas partie des choix que j'ai faits pour l'équipe de l'hiver. Étant donné que l'équipe de l'hiver, on joue à 7 contre 7 au lieu d'11 contre 11, il y a moins de joueurs. On a besoin de moins de joueurs pour faire l'équipe. C'est sûr qu'il y a des places des places de moins, donc il y a des joueurs qui se voient exclus. C'est le côté moins agréable, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie d'un coach, ça fait partie de la vie d'une équipe. Faire des coupures. Puis Elvis fait partie des coupures. Il est au courant de ça? Je ne sais pas. Il y a peut-être des doutes, il m'a pas appelé. Je voulais lui annoncer ça à l'entraînement de vendredi. Il s'est pas présenté à l'entraînement de vendredi. J'ai pas eu d'appel. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas eu de message de lui. Alors, je peux pas vraiment dire. S'il est au courant, il y a peut-être des doutes assez forts pour pas se présenter. Lavez votre voiture, madame, 5 $. J'ai joué toute ma vie du soccer avec eux. Fait que j'ai pas envie de partir pour le triple A comme ça. Si tu vas pas triple A, tu deviens pas professionnel? Ou... Je crois que c'est ça, je sais pas. C'est sûrement ça, parce que l'équipe du Québec ils s'en vont pas vers des petites équipes du double A. Mais moi, mon rêve, c'est réussir dans mes études. M'amuser et réussir dans mes études. Après la pause, la conclusion de Les Enfants de la balle et la discussion avec Lucie Pagé, Mohamed Lotfi et Orlando Arriegada. Restez avec nous. Le gouvernement fédéral assure le Québec qu'il ne sera pas pénalisé financièrement à la suite du jugement de la Cour suprême qui ouvre la porte au privé en matière de santé. Les infirmières sont inquiètes et craignent une saignée d'effectifs. Et Gilles Duceppe annoncera dès lundi s'il sera ou non de la course à la succession de Bernard Landry. Tout indique que la réponse sera non. Plus tard. Son père était effondré. Ben, on a eu une pratique l'hiver, il n'y a pas longtemps. Là. Philippe n'était pas là. Alors il y avait 2 joueurs responsables. Puis là, on m'a dit que je les ai dérangés. Là, quand lui était revenu à la prochaine pratique, il m'a dit t'as dérangé les 2 joueurs responsables, c'est comme si tu m'avais dérangé. Alors il m'a dit c'est fini. Là. Je t'ai dit que c'est fini. Là. Mais sur le coup, j'étais surpris. Là. Comment ça, il me sort comme ça? Je comprenais pas. Là, peut-être que j'ai fait des choses qu'ils ont mal pris, là, mais j'ai pas fait chier là, exprès. Là. Mais c'était une bonne équipe avant là, pour moi. Mais là, plus ça avançait, là, plus ça allait mal. Avec Philippe. Là. Mais c'était un bon coach pareil. Là.
quand j'étais petit, là, quand j'avais 12 ans. Là. Je voulais être une star, là. Je voulais aller jouer pour Milan ou Real. Une bonne équipe en Europe. C'était un des rêves principaux après plus tard, mais là, c'est plus ça. J'ai choisi de prendre la boxe. Boxer professionnel. Être champion. Si jamais la boxe marche pas, là, j'ai toujours l'école. J'ai dû faire docteur ou acteur. J'aimerais bien acteur. Là. Ouais, je vais être acteur, là. Vous comprenez, là, acteur. On est sorti de chez nous dans le noir. Pour cette Amérique où c'est l'espoir. À tutoyer la route. Ouais. Voyant mon père suer pour notre croûte. Ces camions qui chargent dans la pénombre. J'ai vu ce chêne devenir le dos voûté par les rêves. En attendant que la peine l'achève. Mon père n'est pas d'ici et je ne suis pas de là-bas. Alors dis-moi, serais-je un jour d'ici? Mon père n'est pas d'ici et je ne suis pas de là-bas. Alors dis-moi, serais-je un jour d'ici? Pieds gelés en plein janvier. Je vois le stade et la foule crier. Une passe, je dribble et puis je shoot. Je prends mon pied, je fais du fou. Aujourd'hui, Elvis, Ariles, Henna. Demain, Pelé, Zidane, Maradona. Des favelas de Rio, eh oh. Des ghettos de Soweto, eh oh. Nous sommes les morveux du tiers-monde. Les as du pied de la balle ronde. Mon panthéon du football, eh, ne rime pas avec Super Bowl. Mon sport est importé. Mon père est importé. Donc, de retour avec Lucie, Mohamed et puis Orlando. Mohamed, d'abord, dites-nous, 2 garçons. Oui. Que vous avez eu donc avec vos conjoints, 2 Québécoises. Voilà. Quelle est la valeur que vous essayez de leur transmettre, qui fait nécessairement consensus entre vous et votre conjointe, là? Oui. Alors, il faut dire une chose très importante d'abord. J'essaie de faire toujours la part des choses en ce qui concerne entre la culture et les valeurs. Okay? Parce qu'il y a des valeurs, certaines de mes valeurs, qui ne vont pas nécessairement avec ma culture d'origine, n'est-ce pas? Alors, pour moi, c'est très important. Les valeurs, pour ce qui est la culture, je la transmets, mais d'une façon plus indirecte. Par l'exemple, par ce que je fais, indirectement, je transmets des choses. Mais en ce qui concerne les valeurs et la valeur la plus importante, surtout, je dirais encore plus dans le contexte québécois, la fierté d'appartenir à une culture. Pour moi, c'est très important que mes 2 garçons aient toujours dans leur tête qu'ils appartiennent à une culture forte et qu'ils soient fiers d'appartenir. Qu'ils soient fiers de dire « je suis fier d'être québécois ». Je suis fier d'avoir un père marocain. Je suis fier d'avoir des origines arabes. Mais surtout, la fierté. Et je dis ça parce que ça manque un petit peu, disons, de notre temps. Je ne vois pas beaucoup de jeunes fiers d'appartenir ou fiers de dire qu'ils sont québécois. Lucie, comment vous avez fait, vous qui avez élevé vos 2 enfants en Afrique du Sud pendant les premières années, là? Oui. En fait, j'avais mon 3e aussi, là. Votre 3e qui était... J'avais les 3 en Afrique du Sud, et puis ils ont Votre 3e qui était né d'un premier mariage avec un Québécois. Oui. Les 2 autres avec le Sud-Africain d'origine indienne. Est-ce que vous avez dû décider à un moment donné, est-ce que je leur transmets la culture québécoise ou pas? Comment je... Oh, quelle question! Jamais je me suis même posé ça, c'est dans mes tripes. Jamais j'aurais dit un mot d'anglais ou de zoulou ou quoi que ce soit à mes enfants. Je parle avec mes tripes, je suis une mère, je parle en québécois, je suis fière d'être québécoise. C'est peut-être pas la valeur que je veux leur transmettre. Ils sont fiers d'être québécois, tant mieux, mais ils sont fiers de leur mère, je suis certaine. Les valeurs que mon mari et moi, on leur transmet, c'est des valeurs universelles, intégrité, compassion, respect, honnêteté, principalement, mais aussi la valeur d'être bien éduqué, la valeur du respect de la différence et d'être tolérant envers la différence. Mais jamais je me suis posé la question, est-ce que je vais leur parler en français ou non? Je suis moi, et quand ils sont déménagés au Québec, ils avaient 5 et 7 ans, et Camille et Shanti, et personne savait ou même aurait pu s'imaginer qu'ils avaient vécu ailleurs
durant toute leur vie. Comment vous avez fait? J'ai juste été moi-même. Non, je comprends, mais... En parlant. Oui, juste en leur parlant? Juste en leur parlant, mais en cuisinant mes plats. Moi, écoute, dans les décennies 90, les cadeaux de Noël, mais quand on me demandait ce que tu veux, je veux la série La Petite Vie, je veux Harmonium, les tunes québécoises. Des cassettes de Caillou? Caillou elle me dit pas ça trop fort, ma fille est là, puis elle va dire c'est bébé, là, mais oui. Okay. Dans le style, là, les cassettes de Caillou, mais c'est... Le sirop d'érable, tant qu'à faire? Ben oui. Ah oui? Vous avez importé du sirop d'érable en Afrique du Sud? Nous autres, on mange nos crêpes avec du sirop d'érable tous les dimanches matin, mais c'est important d'avoir tout ça. Moi, c'était moi que je leur transmettais. Vous savez, la femme qui est morte cette semaine là, par un grizzly québécoise, oui. Eh bien, en caractère gras, sur la première page, c'était la question, mais c'est sûr que la petite Léa, sa fille qui a 5 ans, bon, sa mère n'est plus là, mais c'était qui maintenant va lui transmettre la culture québécoise. Et ça va au-delà de la langue, mais ça commence avec ça, commence en parlant de nos émotions. Orlando, vous avez un petit bébé de 10 mois, une petite fille, Carla. Oui. Est-ce que vous lui chantez des berceuses en espagnol? Non, je le parle en espagnol le plus souvent possible. Oui, on se parle en espagnol. Moi, j'ai une autre fille de 13 ans. Oui. J'ai eu un fils de 7 ans dans mon premier mariage. Avec une Chilienne, dans ce cas-ci. Mais la Chilienne est toujours ici, les deux enfants sont toujours ici. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils sont à la télé, tout le monde est en train de voir l'émission ensemble. En train de vous regarder, là, oui. Oui, on les parle en espagnol au maximum. J'essaie, je fais un effort parce que parfois on va par la facilité de parler en français, c'est plus rapide. Parce que moi, ma relation avec ma copine, c'est en français, c'est pas en espagnol. Oui. Donc, quand je m'adresse à elle, c'est en espagnol, parce que justement, je suis d'accord avec toi, on a dans notre langue, il y a une sonorité, il y a une musique, on les fait écouter des berceuses en espagnol. On était au Chili, c'est Noël, et on a acheté un paquet de berceuses des CD en espagnol. Donc, le choix est clair pour vous. Vous voulez leur transmettre à vos enfants votre langue et une partie de votre culture chilienne. Ça, c'est important pour vous, là. Oui, en plus, comme je dis, c'est complexe aussi, parce qu'on a la culture chilienne, il y a aussi la culture latino-américaine qui c'est beaucoup plus large. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va se faire une petite pause. Pause. Et au retour, on va avoir une bonne quinzaine de minutes sans interruption. On va poser la question, est-ce que des enfants qui ont deux cultures différentes, est-ce que ça fait des enfants mélangés? Pas du tout. Pas du tout. Restez avec nous. Ça, c'est une question importante. Mix, mais pas mix. Nelson Mandela. Du prisonnier au président. Un homme qui a sacrifié sa liberté pour son peuple. Nelson Mandela, une vie, lundi et mardi 20h, au grand reportage sur RDI. Regardez-moi dans les yeux. L'Espagnol Pedro de la Rosa sur McLaren a inscrit le meilleur temps au deuxième essai libre du Grand Prix de Montréal. Jacques Villeneuve, lui, au volant de sa Sauber, a inscrit le 13e temps. Le smog continue de recouvrir Montréal et le sud du Québec, possiblement jusqu'à dimanche. Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur et d'humidité accablante. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, annoncera lundi s'il se porte candidat à la direction du Parti québécois. Mais selon ce qu'a appris Radio-Canada, il aurait décidé de ne pas se présenter et de rester à Ottawa. Vincent Poupard est condamné à la prison à vie pour le meurtre de ses parents commis en novembre 2003. Le jeune homme de Napierville avait plaidé coupable le mois dernier à des accusations de meurtre non prémédité. La première tempête tropicale de l'année, Arlene, s'est formée dans les Caraïbes. Après Cuba, ce sont les États du Sud-Est américain qui se préparent à l'arrivée de la tempête. La Cour supérieure a refusé la demande d'injonction du gouvernement Charest qui voulait forcer le retour au travail des fonctionnaires de la Société de l'assurance automobile. Ces employés sont en grève depuis le 18 mai. Aucun résultat dans les négociations d'aujourd'hui entre les travailleuses syndiquées des CPE et le gouvernement. Une grève de 4 jours est d'ailleurs toujours prévue à partir de mardi. Toujours pas d'entente au sommet des ministres des Finances du G8 à Londres au sujet d'une possible annulation de la dette des pays africains. Et les ministres doivent se revoir tôt demain pour tenter de se mettre d'accord.
Ah non, Simone, on l'a passé déjà. Bon. Alors là, on allait discuter, est-ce que ça fait des enfants mélangés, hein? Des enfants qui sont élevés avec deux cultures. Mais avant ça, Mohamed voulait rajouter quelque chose sur la langue. En fait, c'est ça. Je suis peut-être des trois qui ne parlent pas arabe avec ses enfants. Ce qui choque beaucoup de gens, pas seulement des Arabes, mais même des non-Arabes souvent. Comment ça se fait, vous ne parlez pas arabe? Et d'ailleurs, quand je vais au Maroc et que je suis dans un taxi, le chauffeur de taxi, tous les chauffeurs de taxi, lorsqu'ils m'entendent parler français avec mes enfants, tout de suite, ils se prennent pour mon père, pour mon grand-père, et ils me disent comment ça se fait, vous ne parlez pas, il faut leur apprendre l'arabe, tout ça. Et je réagis, ma réaction toujours, c'est toujours, je leur dis, monsieur, je leur apprends mieux que ça, je leur apprends la politesse et de se mêler de leurs affaires. Voilà. Bon. Mais ceci dit... Mais le choix, pourquoi? Pourquoi je ne leur parle pas arabe? Ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'ils parlent arabe, la question n'est pas là. La question pour moi, le plus important, c'est de leur donner une identité. Une identité, elle est faite de plusieurs appartenances. Ouais. Ils sont d'abord québécois. Ils sont arabes parce que leur père est arabe. Mais ils peuvent pas, je veux pas qu'à un moment donné, comme ça arrive, je rencontre souvent des jeunes qui me disent « Je suis haïtien, il est né ici. Je suis marocain, il est né ici. » Ça, vous voulez qu'il soit oui, absolument. Québécois? Absolument. Ça ne les empêche pas. Et l'autre chose qui n'aide pas, c'est que moi, je ne suis pas marié avec une arabe. Et je ne suis pas dans le monde arabe. Il n'y a pas tout le contexte qui se favorise. Parce que la langue n'est pas à elle seule, ne peut pas transmettre le tout. J'ai un frère en Allemagne qui a parlé pendant 4 ans. La langue a un sens si elle vit dans une culture, c'est ça? Dans une culture, avec un contexte, avec au moins une mère. On dit la langue est maternelle, n'est-ce pas? Ouais. Au moins une mère qui parle aussi, et que moi je parle pour que ça soit naturel. Mais j'ai pas envie de me forcer, parce que moi-même j'ai de la misère à parler arabe. Quand je retrouve un arabe... J'ai pas de misère à parler québécois. Donc, mais tout ça dépend des circonstances de chacun. Voilà. Si Lucie, elle vit au Québec, il sait c'est quoi la culture québécoise, il sait peut-être qu'il va revenir ici. Moi, je n'ai pas l'intention de revenir au Maroc. Moi, ça n'a rien à voir d'aller au Québec ou non. Je suis moi et être québécoise fait partie de moi. Et pour répondre à votre question, si ça fait des enfants mélangés, moi, pas du tout. Mes 3 enfants, en fait, ne sont pas mélangés, sont mixtes, oui. Si on leur demande de quelle nationalité ou de quelle culture êtes-vous? Vous l'avez demandé à votre petite qui est juste à côté, oui, là? Oui, qui est ici, puis elle a fait ça comme ça. Les deux, elle, c'est clair dans sa tête. Vous l'avez demandé, est-ce que tu es africaine ou est-ce que tu es québécoise? Puis elle a fait les deux. Elle a fait les deux, parce qu'elle se sent tout à fait chez elle là-bas et elle se sent tout à fait chez elle ici. Là où moi, j'ai remarqué des enfants qui étaient, si on veut, mélangés, c'est quand un même parent va parler la langue de l'époux, de l'épouse et sa propre langue, et puis l'enfant perd à mesure, il ne sait plus... Moi, j'ai jamais dit un mot de français, d'anglais à mes enfants. Nos maris, jamais un mot de français. Donc, l'identification, elle est claire. Elle est claire. Ils sont capables, ils sont parfaitement bilingues, ils sont parfaitement mixtes. Mais en Afrique du Sud, puisque c'est un milieu anglophone, et Zoulou, il y a 11 langues officielles, là, mais puisque c'est un milieu non francophone, on s'est entendu, mon mari et moi, pour que mes enfants, lorsqu'ils sont en Afrique du Sud, aillent à l'école française pour qu'au moins ils restent dans la même langue. Mais ils arrivent à la maison chez nous, ils parlent québécois, puis les amis viennent, puis ils parlent français. Donc, ils sont trilingues, français, québécois et anglais. Orlando, est-ce qu'il faut, à un moment donné, discuter avec sa conjointe? Quelles sont les... Est-ce qu'il y a des valeurs qu'à un moment donné, sur lesquelles on ne s'entend pas, qu'on décide de laisser de côté? Des valeurs de l'une ou l'autre des cultures? Non, je pense que je reviens à ce qu'on dit tantôt. Je crois que ces deux personnes... ils acceptent quelqu'un d'autre de notre culture, c'est-à-dire qu'on a une mentalité qui est beaucoup plus ouverte. Donc, je crois que ça, c'est assez. Je n'ai jamais eu de discussion avec ma copine. C'est quoi nos valeurs? Je pense qu'il y en a des valeurs... Les valeurs, ce sont les valeurs vos deux valeurs de personnes, avant d'être les valeurs de vos cultures. Non, des personnes, parce qu'il y a des choses qui, moi, de ma culture chilienne, ils m'étendent sur les nerfs, comme de la culture québécoise. Moi, je ne suis pas capable. Ah oui, il y a des choses de sa culture québécoise que vous n'aimez pas? Ah, tout à fait. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, que la famille n'a pas une importance dans la société. Vous trouvez que la famille n'a plus d'importance au Québec? Non, il y en a une valeur, je dirais, on donne une valeur à la famille qui est complètement individualiste. Chaque individu, il y a dans son coin parfois. Contrairement au Chili, où la famille a une grande importance, sauf que parfois on dépasse les limites. La famille, parfois, elle décide de ton avenir. Elle décide de ton avenir, elle décide de l'individu. C'est ça, de pour l'individu. Justement, oui, sur la famille? Pour moi, la famille est très, très importante.
je veux que mes enfants soient aussi des amis. Je ne veux pas qu'ils se perdent de vue. Lorsqu'ils auront 80 ans, je veux qu'ils restent toujours en contact. Je veux qu'ils s'occupent d'eux, je veux qu'ils soient... Et ça, justement, ça vient de ma culture. C'est une valeur extrêmement importante. J'essaie de retenir le meilleur de deux mondes dans l'éducation que je donne à mes enfants. Bien sûr, je ne suis pas un père parfait, mais j'essaie dans la mesure de possible d'être aussi un papa à la fois cool, mais en même temps un papa autoritaire quand il le faut, parce qu'il y a des fois où il faut être là, il faut être présent, il faut parler, parce que ça vient de la culture. C'est comment doser les deux. C'est toujours comment doser entre les deux cultures et surtout des valeurs. Il y a des choses, comme il a dit, dans ma culture, moi, mes enfants, par exemple, n'ont pas de religion. On s'est entendu, moi et ma femme, on ne s'est même pas entendu, on ne s'est même pas parlé de ça. C'était automatique. Ils n'ont pas de religion. Par contre, c'est une chose sur laquelle je tiens. Mes enfants, j'aimerais bien qu'ils aient une spiritualité, par exemple, qu'ils développent quelque chose. Donc, ça sera de leur choix à eux. Mais moi, j'essaie de ne pas faire de rien imposer, de ne pas, dans mon éducation, j'essaie que les choses se font en douceur, par l'exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Et autant avec ma femme également, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a marié un Marocain, ils n'ont pas le Maroc, et alors que moi, par la force des choses, bien sûr, je suis au Québec, je suis partout au Québec, même quand je rentre chez moi, je suis encore au Québec. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant quand on arrive au Québec. Donc, moi, c'est quelque chose qui me frappe, et ma copine, quand elle va me chercher à l'aéroport, il me pose tout le temps, il me dit, à quelle heure tu vas lancer ta phrase? Et quand je rentre à Montréal, c'est que je me sens chez moi. C'est mon espace. Et parfois, j'oublie que je ne suis pas né ici. Ça fait 15 ans que je suis ici à Montréal. J'ai appris la langue ici à Montréal. Je me suis intégré dans cette société-là. Et parfois, il y a un vide dans ma tête. Je dis, non, je n'ai pas de repères. C'est comme si je des repères avec les Chili, je ne les garde pas. Mes repères sont ici à Montréal. Et chaque fois. Dorval, pour moi, c'est chez moi. Il y a une espèce d'épée qui s'installe. C'est personnel. Ceci dit, Lucie, vous dites qu'il ne faut pas tout accepter des valeurs de l'autre. Par exemple, l'histoire des cheveux. Parlez-nous de cette histoire-là. Moi, ça m'a... Oui, mais c'est de religion hindoue et moi de religion catholique. Mais il y a... Les différends qu'on a dans notre couple ne sont pas culturels. Ce sont des différends de couple que tous les couples sur la planète ont, sauf une fois, eux autres, les Indiens hindous doivent raser les cheveux 2, 3, 4 semaines après la naissance. Et puis, moi, c'était une grosse décision, raser les cheveux de mon bébé. Bon, mais je vais y penser, OK, on va faire ça peut-être. Puis, je faisais la sieste avec mon bébé. Ils sont venus me l'enlever pendant que je dormais. Puis, je me suis réveillée, mon fils, il y avait un coco. Puis j'étais en maudit. Je le suis encore en maudit 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, puis ils savent que c'est pas un sujet. Puis quand ma fille est née, j'ai dit, vous ne touchez pas le coco. J'ai dit, vous en avez un en hindou? Ben, non. Fait que ça a été, et puis il y a des choses qu'il fait, lui, mon mari, qu'il faut qu'il se coupe les ongles à la clarté et dehors. Il faut que ça tombe sur un sol organique. Mais je veux dire, tu sais, au Québec, à moins 40, l'hiver, tu fais quoi? Moi, je ne regarde pas météo pour couper les ongles de mes enfants. Alors, il n'aime pas que vous coupiez les ongles des enfants à l'intérieur. Il voudrait que vous le fassiez à l'extérieur. Hein? J'ai dit, change de pièce. T'aimes pas ça? Ou amener dehors, vous couper. Ou coupe-les toi-même, il n'est pas capable, il fait ça tout croche. Là, donc, c'est des petites choses comme ça, mais il me demande d'aller faire une prière au temple. J'y vais de bon gré. Lui, venir allumer un lampion à l'Église catholique, il va venir, ou je donne des exemples comme ça, mais on se respecte mutuellement dans nos cultures et ce qui fait mon affaire, c'est-à-dire ce qui couper les ongles et puis raser les cheveux, bon, mais c'est à la marge, on est à la marge, là. Mohamed, parlez-nous un peu de la belle famille. La belle famille? Oui, la belle famille. Ah, ma belle famille. J'ai eu le privilège d'avoir à 2 reprises 2 belles familles, donc 2 mariages nécessairement. Et puis, c'est une expérience en soi, n'est-ce pas, que à la fois s'accepter mutuellement et surtout la première fois, ça s'est fait d'une façon assez drôle. Il fallait qu'il y ait un moment où vraiment, à un moment donné, on a communiqué. Là, à un moment donné,
Parce que là, vous arrivez dans du, dans du québécois pur laine pas mal. C'est ça. C'était pas vraiment calculé. Il faut dire que j'avais mon... Vous détenez, disons, du reste, là, hein? Un petit peu, hein? Un petit peu, je m'en suis rendu compte plus tard, parce que le but pour moi, c'était, j'ai un fils, c'est son premier Noël, et je me suis dit, le meilleur Père Noël qu'il peut avoir, ça peut pas être mieux que son propre père. Donc, je me suis proposé de jouer le Père Noël, et je l'ai fait, et c'est très drôle, parce que c'est en étant sous le costume d'un Père Noël que je me suis fait le plus connaître à ma belle famille. Je me suis fait le plus, vraiment, parce que sous le Père Noël, j'ai pu me lâcher complètement. Là, ils vous ont accepté. En fait, vous avez senti c'est-à-dire que, oui, ils m'ont accepté parce que j'étais complètement moi-même. Vous étiez comme eux aussi, un peu, habillé en Père Noël? Vous étiez comme un Père Noël? Oui, j'étais comme un Père Noël. Non, mais un Père Noël qui danse sur la table en arabe et qui chante en arabe. C'est un Père Noël exotique un peu, n'est-ce pas? Donc, c'était une façon de leur dire, voilà, je vous accepte, vous m'acceptez. Notre trait d'union, il est là, il est dans le rouge du Père Noël. Mais bien sûr, c'était rien de, comme j'ai dit, rien de programmé. Ça s'est arrivé tout à fait naturellement. Et ça disons, ça a marché très, très bien. Ça a brisé la glace. Orlando, la belle famille, comment ça? Ouf. C'est difficile ou non, pas? Non, je pense que c'est drôle parce que maintenant, j'ai juste mon beau-père, M. Gagnon. Monsieur Gagnon? Monsieur Gagnon, je suis marié au Gagnon. Mais vraiment, ça communique très bien. C'était une acceptation totale parce que je pense que lui et moi, on a une valeur qui est importante, c'est le travail. C'est la valeur qu'on donne. Et ça aussi, j'apprends à mes enfants qu'il faut travailler dur pour arriver à faire quelque chose. Oui. C'est rien qui est gratuit. Donc, il y a des petites valeurs comme ça qui ne sont pas des valeurs culturelles. Je pense que c'est des valeurs humaines qui nous unissent. Oui. Donc, non, ça n'a jamais été difficile. Non. Lucie, est-ce que vous avez l'impression, il y a de plus en plus d'unions mixtes, avez-vous l'impression de participer à l'émergence d'une espèce de culture internationale où il va y avoir de plus en plus d'hommes et de femmes de différents pays, différentes cultures, différentes langues qui vont vivre leur vie ensemble, puis qu'on va se retrouver dans une planète à un moment donné qui va être très métissée? Oui. Effectivement, on est peut-être un peu... Avec la mondialisation, on est un peu à l'avant-garde en ce moment, surtout à vivre sur 2 continents comme ça. C'est plus facile quand on vit dans le même pays, là, mettons que... Mais la mondialisation des cultures se passe, et puis c'est pas le fait d'être en couple mixte qui fait qu'on va accepter ou non les cultures. Si on est en couple mixte, c'est qu'on voit pas les différences. Et comme vous disiez tantôt à la pause, Orlando, c'est quand les gens, ils connaissent des gens qui ne pourraient pas être en couple mixte, c'est qu'on voit beaucoup la différence. C'est ce qu'on vit en couple mixte, c'est le défi, je crois, de la planète à plus grande échelle, c'est-à-dire de pouvoir accepter l'autre comme il est et ne pas le juger sur une question de culture ou de religion, quoi que ce soit, mais que nos valeurs soient les mêmes ou nos désirs soient les mêmes pour nos enfants. C'est ça qui est important. Et que moi, ça m'a une grande ouverture d'esprit à vivre comme ça dans un autre pays, parce que je ne m'attends pas à ce que les autres fassent comme chez nous. Ils font comme... C'est une plus grande culture de tolérance. On va mettre dans 20 secondes. En 20 secondes, je pense qu'une histoire de couple mixte, c'est d'abord une histoire d'amour. Okay? Et c'est l'amour qui enrichit, qui épanouit cette relation. D'abord et avant tout, ma culture dans mon couple à moi, c'est l'amour. Dans mes 2 relations, ce sont 2 relations tout à fait extraordinaires parce qu'il y a eu beaucoup d'amour pour les enfants, surtout. Orlando, en 20 secondes. Moi, je pense qu'on assiste à la création et ça m'a fierté, surtout pour moi, que je suis en train de contribuer à la construction d'une nouvelle société québécoise où toutes les couleurs sont permises, toutes les couleurs sont acceptées, toutes les langues sont mélangées. Parce que quand je vais chercher mes enfants dans la cour d'école, minimum, j'entends 4-5 langues. Et ça, pour moi, je me sens très fier de participer à ce projet de société multiculturelle. Cette construction-là. Orlando Arriagada, merci. Merci à vous. Mohamed Lotfi, merci. Merci à vous. Lucie Pagé, merci. Bon retour en Afrique du Sud. Merci. Alors, la semaine prochaine à RDI 10 ans, un cœur en altitude, un reportage sur le greffé du cœur Sylvain Bédard qui a testé ses limites physiques pour aider la science à comprendre comment l'altitude peut être bénéfique pour les cœurs transplantés. Nous en profiterons pour voir comment d'autres personnes relèvent des défis pour venir en aide à des gens en difficulté. Nos invités, Lise Baudry,
Initiatrice d'une expédition sur le Kilimandjaro pour la fondation du Club canadien, Mario Bilodeau, qui a cofondé la fondation sur la pointe des pieds. On se voit vendredi prochain, 19h30. C'est un rendez-vous. À la semaine prochaine. Ce soir, Grégory Charles, animateur, chanteur et musicien. Il est noir, il est québécois, il est devenu un modèle. Sous son impulsion et avec sa passion, Grégory Charles amène des jeunes blancs à chanter du gospel et à s'imprégner d'autres cultures. C'est l'intégration dans les deux sens. Laissez Michael vous présenter Grégory Charles, ce soir 22h sur RDI. Elle a amorcé son ascension. Le 19 juin 1991, elle a conquis le Forum. Le 19 juin 1999, elle a triomphé au Stade de France. Ce 19 juin, RTV vous fait revivre en une soirée près de 25 années de magie et de succès. Une soirée avec Céline, le dimanche 19 juin dès 21h sur RTV. Ce soir, au Téléjournal, course à la direction du Parti québécois. Gilles Duceppe a fait son choix. Soins privés au Québec, le milieu des assurances en effervescence. Il va y avoir des primes qui ne sont pas trop chères au début et qui vont monter par la suite. Et puis, gros plan sur le cristal meth, facile à fabriquer. Cette nouvelle drogue fait des ravages. Bonsoir. Ira pas le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, fera savoir lundi avant-midi, s'il sera dans la course à la succession de Bernard Landry à la tête du Parti québécois. Et ce soir, tout indique que Gilles Duceppe demeurera dans la capitale fédérale, là où plusieurs députés du Bloc souhaitent d'ailleurs qu'il reste. Je joins Patrice Roy, notre chef de bureau à Ottawa. Patrice, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser ce soir? Ce qu'on peut vous dire, José, pour sûr, c'est que Gilles Duceppe a pris sa décision. Il n'est pas question de réfléchir au cours du week-end. C'est décidé. Il a tranché mercredi soir, tôt jeudi matin. Il a fait part de sa décision à plusieurs personnes de son entourage, à d'anciens premiers ministres du Québec également. Alors, selon toutes nos sources, M. Duceppe va annoncer qu'il reste à Ottawa, comme s'il voulait, dans la tempête actuelle, José, préserver le Bloc québécois. Il faut souligner que pour lui, et depuis le début, il était déchiré. Il avait promis à ses troupes de les mener à un 4e combat électoral. Et je vous rappelle qu'il y a des élections ici dans au plus tard 8 mois. Donc, c'est ce qui aurait fait pencher la balance, on croit. Mais en tout cas, M. Duceppe avait dit qu'il voulait plusieurs jours pour y penser. On pensait même plusieurs semaines. Or, il a pris sa décision, il faut le souligner, ce n'est pas un détail, avant même de connaître les détails, les modalités de la course au Parti québécois qui seront décidées demain. Il a donc décidé, lui, de ne pas écouter ceux qui insistaient pour qu'il le fasse, le saut au Québec. Il faut comprendre que pour lui, le Bloc québécois, dans les prochains mois, dans les prochaines années, et il le ressent profondément, est un joueur presque aussi important, et je vous dirais même aussi important que le Parti québécois. Donc, pour lui, rester à Ottawa, ce n'est pas un second choix. Il pourra contrôler, en tout cas, le jeu ici et il espère avoir une grande victoire électorale. Par contre, ce qu'il faut aussi souligner, José, c'est important, c'est que de Québec, on s'est aperçu que depuis quelques jours, les appels n'étaient pas très
pressant pour demander à M. Duceppe de faire le saut. On n'a pas vu beaucoup de députés réclamer publiquement, en tout cas, son arrivée au Parti québécois. Merci, Patrice. Maintenant, on vient de le mentionner, l'une des raisons qui incite peut-être Gilles Duceppe à refuser de passer au Bloc québécois, du Bloc québécois au Parti québécois, c'est qu'il n'a pas réussi à récolter suffisamment d'appui au sein du PQ. Également, la perspective de faire le saut dans un parti qu'il connaît moins semble avoir refroidi les ardeurs du chef bloquiste. Et comme nous le dit Sophie Langlois, ça n'empêche pas les autres candidats potentiels de se préparer. Est-ce que c'est un appui? Richard Legendre demande à la blague si l'accolade de son collègue signifie un appui. Est-ce que vous y songez sérieusement à plonger dans la course? Ben, j'y pense, oui. J'y pense. Quand un candidat potentiel dit réfléchir, cela veut dire qu'il mesure ses appuis. En début de course, là où les appuis comptent le plus, c'est au caucus des députés. C'est, ou plutôt c'était, le talon d'Achille de Gilles Duceppe. Depuis dimanche, nous n'avons trouvé aucun député péquiste prêt à l'appuyer. Je suis membre du Bloc québécois. Or, M. Gilles Duceppe est mon chef. Et pour le moment, je souhaite qu'il demeure à Ottawa, à moins qu'on soit en manque à ce point de candidats, et j'en doute. À l'heure où on se parle, on ne peut pas dire que dans le caucus, qu'il y a un appui fort là-dessus. Mais en même temps, les gens respectent son travail, ce qu'il fait à Ottawa. Des sources nous ont dit que Gilles Duceppe craint le Parti québécois qu'il connaît mal. Il a dit cette semaine à François Legault qu'il trouvait le PQ ingérable. Les péquistes, eux, doutaient de sa capacité, dans une éventuelle campagne référendaire, de battre un Philippe Couillard à la tête des forces du non. De plus en plus de députés pensent qu'André Boisclair pourrait gagner cette bataille. Je pense qu'il a été un excellent leader, un excellent ministre de l'Environnement. Pendant qu'André Boisclair gagne des appuis parmi les députés, Pauline Marois en perd. Lucie Papineau, une fidèle alliée de la députée de Taillon depuis des années, nous a dit qu'elle va désormais se réfugier dans la neutralité. La course à la succession de Bernard Landry s'annonce féroce. Le camp Marois lance déjà des accusations de sexisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait osé dire qu'un homme ne fait pas le poids après avoir été détenteur de 11 ministères? À moins d'une autre surprise, Pauline Marois et André Boisclair seront les principaux adversaires dans cette course. Les deux s'entendent sur une chose. Le congrès au leadership doit se tenir avant Noël afin d'éviter que les déchirements ne s'éternisent trop longtemps. Sophie Langlois.